Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. On est très content de vous accueillir car aujourd'hui nous avons la présence de Nathalie Faucheux, réalisatrice et autrice de l'ouvrage Cinémathérapie, qui va nous parler de son travail. Alors certains d'entre vous, je connais certaines têtes ici, vous êtes peut-être venus à notre animation Popcorn, notamment de recommandations cinéma. Donc moi je m'appelle Virgile, pour ceux qui m'ont jamais vu, je fais partie de l'équipe cinéma. Vous me verrez au deuxième généralement. Et donc dans le cadre de notre cycle bonheur, on a fait toute une série d'animations autour de l'art-thérapie. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents lors de la conférence de Pierre Lemarquis. On a aussi étudié l'axe de la musicothérapie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt au domaine du cinéma. Et pour ce faire, du coup, Nathalie Faucheux sera avec nous. Donc bonjour Nathalie. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de vous être déplacé malgré la pluie et le temps pas très sympa. Heureusement que le cinéma est là pour nous remonter le moral. Du coup, je vous présente un peu rapidement. Vous êtes diplômé d'un master de cinéma à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, il me semble. C'est ça, ouais. Et voilà, vous êtes autrice notamment du livre Cinémathérapie, mais de tout un tas d'autres ouvrages dont vous allez nous parler. Et donc, pour commencer, je vais commencer par une question assez simple. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours et de votre rapport au cinéma? Est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Alors moi, donc, j'ai fait des études de cinéma à Nanterre, comme vous l'avez dit. Ensuite, une fois diplômée, j'ai commencé à écrire des scénarios. Et en fait, j'ai complété mon parcours par une année de formation en art-thérapie. Et lors de cette année-là, en fait, j'ai dû faire un stage avec une psychologue en prison. En fait, et j'ai proposé de mettre en place un atelier de cinémathérapie auprès des détenus. Donc c'était un centre de détention externe. Donc c'était en fait des détenus en fin de peine et qui avaient le droit de sortir la journée et qui rentraient le soir. Et en fait, j'ai proposé donc à la psychologue de mettre en place cet atelier et ça a très bien fonctionné. On a proposé, je leur ai proposé en fait de visionner le film de Spike Lee, La 25e heure, qui parle d'un homme qui va rentrer en prison, donc il va lui passer ces 24 dernières heures de liberté. Et je pensais que ça pouvait en fait provoquer un moyen de discuter avec les détenus, une façon de briser la glace en fait, parce que bon, ils se demandaient pourquoi j'étais là, enfin pourquoi je. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Il y a eu des belles discussions. Ça a permis de projeter sur eux une histoire qu'ils pouvaient s'approprier en fait, même si c'était pas la leur. Il y avait un espèce d'effet miroir qui en fait a permis d'ouvrir le débat et ça a été une expérience très positive. Donc après en fait cette année d'art-thérapie, j'ai publié donc mon mémoire, donc le cinéma comme outil thérapeutique, c'est celui-là. Et donc là, c'était vraiment didactique, c'était vraiment l'expression de mon mémoire, l'analyse de cette expérience avec la psychologue, etc. Et j'ai creusé cette idée de cinéma comme moyen thérapeutique parce qu'à titre personnel, en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'était un moyen d'échapper au quotidien, de mettre en place des petites techniques, des petits moyens comme un refuge en fait. Je considérais le cinéma comme un refuge. En regardant les personnages dans les films, je prenais appui, je me disais que ça pouvait être des exemples de résilience selon les films que je visionnais. Et donc j'ai proposé à un psychiatre cette fois de coécrire un livre, alors plus une fiction. Donc c'était le journal de Léa et ça parle d'un personnage qui est donc étudiante en cinéma, à mi-temps secrétaire d'un psychiatre, et qui va, au fur et à mesure des films qu'elle regarde, se découvrir une pathologie.
à travers les films qu'elle regarde. Et donc ça parle de la bipolarité et des TOC. Donc c'est assez précis, c'est des pathologies uniques, enfin dans ce livre-là. Je parle pas d'autres pathologies comme dans cinémathérapie, mais je parle des TOC et de la bipolarité dans celui-là, et du personnage donc qui se découvre à travers les films qu'elle visionne. Elle peut mettre un mot sur les mots dont elle est atteinte en fait, et c'est un peu une espèce de chasse au trésor. C'est pas vraiment un trésor de découvrir qu'on a une pathologie, mais au moins de voir qu'il n'y a pas qu'elle qui souffre de ces traumas lui permet d'aller mieux en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se sent tout de suite moins seul quand on se rend compte de ça. Et du coup, donc, à proprement parler, qu'est-ce que la cinémathérapie ? Comment vous définiriez ça ? En fait, c'est une thérapie qui se sert des films pour essayer d'aller mieux. Donc, dans cinémathérapie, donc là, donc mon 3e livre, j'ai vraiment creusé le sujet. Je me suis dit, si ça marche sur moi, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et j'ai divisé le livre en 2, donc avec une première partie où en fait, j'expose une 12aine de pathologies mentales. Donc ça va de la dépression à la schizophrénie, à la paranoïa, aux troubles de l'apparence, à la dysphorie de genre, à l'autisme, voilà, entre autres. Et j'illustre donc ces pathologies-là avec des exemples de films. Et dans la 2e partie, je propose une sélection de films qui, à moi, m'ont fait du bien. Et je me suis dit, si à moi, ça a parlé, ça peut peut-être fonctionner sur le lecteur. Donc, et j'explique pourquoi ces films-là sont des petits bijoux, sont des pansements pour l'âme. Et voilà, en fait, le but, c'est de dire que on a tous à disposition et de manière très pratique les films. Maintenant, avec les DVD, bon, c'est un peu ringard, les DVD, on parle plus de plateformes de streaming, etc. Mais le cinéma est un outil accessible. Et grâce à ça, on peut... moi, je vois ma DVD Tech comme une pharmacie, en fait. Donc, en fonction des problématiques que je vais rencontrer dans ma journée ou dans ma vie, je vais me diriger vers tel ou tel film. Et voilà, et utiliser le soin comme un massage de l'âme, et voilà, ça va m'aider à surmonter les tracasseries que je peux rencontrer au quotidien. Et donc c'est un peu cette idée. Donc selon vous, chacun peut un petit peu avoir sa propre armoire à pharmacie avec ses remèdes qui lui sont propres. Complètement. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que c'est un moyen, enfin un vivier. Enfin, on n'aura jamais d'une seule vie pour voir tous les films qui existent sur Terre. Donc en fait, l'idée aussi que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est d'essayer de chercher le film, parce que en fait, partager une liste de films qui moi me font du bien, bon, j'ai voulu une démarche altruiste et proposer de regarder tel et tel film qu'on verra tout à l'heure pour telle et telle raison. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que chacun cherche dans les films qu'il regarde un mot, une phrase, une scène qui va faire un déclic et dans laquelle il va se retrouver et qui va pouvoir utiliser au quotidien pour le guider et surmonter voilà, les difficultés de la vie, quoi. Mais c'est à chacun, en fait, de chercher. Et je trouve que quand on regarde un film, n'importe lequel, même le plus raté, il y a toujours un message qui fait qu'on se l'approprie et qu'on réfléchit, ça débloque quelque chose, on prend du recul, on voit d'autres humains confrontés à des thématiques qu'on peut rencontrer, et on se l'approprie, on voit comment les autres réagissent, et il y a un espèce d'échange comme ça avec les personnages, avec l'histoire, et même la musique des films qui peuvent nous transporter ailleurs, et voilà, quoi. En fait, c'est génial. C'est à disposition de tout le monde, et non, mais je trouve ça. C'est pas moi qui vous dis le contraire. Ça existe avec la musique. On parle de musicothérapie, oui, et c'est évident, en fait. Mais le cinéma a ça en plus, c'est que c'est un art visuel, sonore. Et quand on est dans une salle de cinéma, en fait, on est tous en train de rêver le même rêve. On regarde un film qu'un réalisateur nous propose et on rentre dans une autre dimension.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que même si on fait le même rêve, on a une interprétation tous différente de ce rêve-là. Et c'est dans quelle situation on fait tous le même rêve? Il n'y a pas d'autres situations en fait que la salle de cinéma. Oui, tout à fait. Ce côté expérience collective. Exactement. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas forcément des films qui seront dits feel good. Non, justement, ouais, c'est ça. Et merci de me poser la question. En fait, moi, il y a des films qui marchent sur moi, qui sont dramatiques. on montrera tout à l'heure. Et pourquoi? Mais parce que dans le parcours du personnage ou du scénario, il y a quelque chose qui fait qu'en fait, c'est le chemin qu'on étudie, mais c'est pas la finalité en fait. Et donc c'est un peu ce côté mythe de Sisyphe. Voilà, je fais rouler ma pierre. Et en fait, c'est ça qui compte, c'est comment les personnages évoluent. Et même si c'est une tragédie, en fait, on peut toujours s'inspirer de moments de films qui font que ça va nous aider à régler nos problèmes, quoi. Et justement, moi, j'aime bien quand je regarde un film qui me plaît. Souvent, je le regarde en boucle, mais je regarde pas le film en entier. Donc, il y a des scènes qui sont vraiment déclencheuses d'une problématique dont j'ai pas forcément conscience. Et en regardant le film, je me dis mais oui, au fait, si cette partie du film me parle autant, c'est bien qu'il y a quelque chose à creuser en moi et pourquoi, etc., quoi. Et en fait, il y a aussi ce côté illimité, c'est-à-dire que je peux regarder 50 000 fois le même film ou la même scène, il changera jamais le film. Ça sera et à chaque fois, il y aura une nouvelle lecture, un nouveau regard, tu vois. Et, enfin, vous voyez. Bien sûr. Pas de mal. Oui, non, c'est ça exactement. Finalement, oui, on en a une lecture différente à chaque. Finalement, un peu chaque moment du voyage. Exactement, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, justement, là, avant, vous parliez de la musicothérapie. C'est vrai que maintenant, on en parle assez régulièrement, l'art-thérapie aussi. Et lors de l'organisation de cet événement, moi, je me suis rendu compte que vous étiez littéralement la seule en Europe à avoir travaillé sur ce sujet. Comment vous expliquez ça? Ou est-ce que vous en avez une explication peut-être? Alors pas tellement. En fait, moi, je suis très étonnée, et la première étonnée, que en fait le livre est sorti en 2019. Par contre, le journal de Léa est sorti en 2011. Je parlais déjà de la bipolarité, des troubles obsessionnels compulsifs à travers le cinéma. Et c'est un sujet dont on parle maintenant, la santé mentale, et tant mieux. Enfin, ça, c'est plus du tout un sujet tabou. Et en fait, quand je me suis penchée sur le sujet, il existait un livre qui parlait de cinémathérapie, qui s'appelle, je crois, Cinémathérapie par les dessins animés, et qui s'adressait exclusivement aux enfants. Donc en fait, je me suis dit, là, il y a quelque chose à écrire en fait, puisque personne s'est penché sur le sujet. Et quand j'ai fait mes recherches, notamment pour mon mémoire, je me suis rendu compte qu'en fait, aux États-Unis et au Canada, la cinémathérapie est très démocratisée. Il y a énormément de livres qui existent sur le sujet que j'ai commandés. Ils sont tous en anglais, mais c'est fou en France et en Europe. J'ai trouvé une fois un livre de cinémathérapia en Italie dans un marché aux puces. Je me suis jetée dessus, je l'ai acheté et c'était au moment où j'étais en train d'écrire et tout, mais c'était un tout petit fascicule. Je me suis dit tiens, c'est drôle, mais sinon jamais d'autres. C'est. Et comment dire, peut-être question un petit peu peut-être indiscrète, vous me direz. Mais justement, lors de votre travail, comment ça a été accueilli par vos pairs, entre guillemets? Est-ce qu'on s'est un peu... Tout le monde est très intrigué, en fait. Ouais. Il y a vraiment une curiosité, et c'est ça qui est agréable, c'est de pouvoir parler, d'échanger. Quand le cinémathérapie est sorti, on a été très vite contactés, donc comme je vous disais tout à l'heure, par France Inter, dans l'émission d'Antoine Decaune à l'époque. Et donc j'ai fait ma première radio avec lui et ça, et ça a enchaîné après avec pas mal d'articles de presse, de gens qui étaient très curieux et intéressés. Parce que je pense que ça parle à tout le monde en fait, et que encore une fois c'est un moyen accessible d'essayer d'aller mieux, de trouver
un petit détour. Enfin, ça coûte pas cher de regarder des films. Enfin, le cinéma a augmenté, c'est vrai que c'est cher, mais les cartes sont pas chères, les cartes d'abonnement. On peut aller dans les médiathèques. La médiathèque, c'est gratuit. Voilà. Et on a accès à un nombre incalculable de films à disposition. Donc c'est un puits sans fond et c'est génial en fait. Et encore une fois, il s'agit de trouver le film qui va vous parler, le film qui fera la différence, qui saura vous guider dans votre histoire. Et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est de se dire peut-être que je l'ai pas encore trouvé, mais il existe. Donc je dois continuer à regarder des films et c'est intégrer en fait l'habitude de regarder des films au quotidien, un peu comme avoir un film de chevet, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc c'est l'inclure dans son emploi du temps, de se dire de faire cette démarche intellectuelle, d'aller au-devant d'un autre monde que le sien, puisque les films, c'est ça, c'est pénétrer un imaginaire différent du sien, c'est accepter pendant 1h30 une histoire auquel on n'aurait pas forcément pensé, se dire tiens, peut-être que moi j'aurais fait différemment, enfin, et voilà quoi. Dernière petite question avant de vous laisser un petit peu dérouler votre liste de films. Est-ce que vous avez pas inclus du tout de séries dans votre ouvrage? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est parce que vous préférez le cinéma sans forcément non. Cette justification hein. Ouais. Alors effectivement, je préfère le cinéma. J'ai un peu plus de mal avec les séries. Il y a des séries qui m'ont marqué, que je regarde régulièrement, que j'ai en DVD, etc. Mais oui, bien sûr que ça peut marcher avec des séries. Enfin, c'est juste que un film, c'est une unité de temps plus réduite. Oui. Donc peut-être plus accessible. Moi, j'ai des problèmes de concentration, donc une série, ça va être très compliqué pour moi de la regarder en entier. Il va falloir que je fasse 100 000 pauses, ou alors que les épisodes soient pas trop longs. Mais un film, c'est un bon compromis en fait, parce que c'est vraiment, vous voyez, un concentré en fait de thématiques qui peuvent parler aux spectateurs. Mais bien sûr que tout est, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages, des séries, tout ce qui est animé, même les dessins animés. Il y a une étude qui est passée, j'ai vu ça, qui disait que les films de Miyazaki rendaient heureux. Et c'est vrai. C'est vrai en fait, ça résume tout. C'est un univers, c'est un baume pour l'esprit et les thématiques abordées dans ces films, la nature, les scènes un peu poétiques, etc. C'est que demander de mieux en fait. Tout à fait. Et du coup, merci pour toutes vos réponses et le partage de votre principe de cinémathérapie. Et puis maintenant, je vais peut-être vous laisser un petit peu. Oui, je voulais juste continuer sur les livres. Après, je parlerai bien sûr de mon parcours. Donc, pendant le Covid, j'ai écrit un livre qui n'a rien à voir, qui s'appelle La vie d'artiste et qui parlait parce qu'à l'époque du Covid, on a parlé beaucoup de la culture comme non essentielle. Et du coup, j'ai réfléchi au statut d'artiste. Et je me suis dit, est-ce que je suis non essentielle et comment montrer en fait que depuis la fac où je faisais mes études, où on nous considérait déjà comme les excentriques de la fac, je me disais il faut absolument que je démonte ces étiquettes qu'on met sur les artistes et montrer un peu le quotidien de ce que c'est vraiment une artiste qui galère à se faire connaître, etc., qui a pas que le côté showbiz et paillettes, voilà. Et mon dernier livre, donc j'en parle, il est là-bas, Droits des femmes et cinéma. En fait, j'ai repris un peu la même thématique que pour cinémathérapie et j'ai voulu diviser le livre en deux avec une
partie, donc ça parle des droits des femmes dans le monde et en France. Donc il y a 2 parties, et j'ai illustré donc ces droits-là, les droits fondamentaux, donc droit à l'avortement, droit de vote, voilà, même principe que pour cinémathérapie, avec des exemples de films. Et on voit que dans le monde et dans le temps, selon où on se trouve sur ce globe, on n'a pas du tout les mêmes droits, et malheureusement, voilà. Et le cinéma, encore une fois, est un merveilleux outil pour s'instruire et illustrer tous ces droits-là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous partager une petite liste de films qui, moi, à mon sens, peuvent faire du bien. Et donc, le premier. Voilà. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez tous ce film de Sofia Coppola. Pour moi, c'est son meilleur. C'est vraiment un film doudou, en fait, où quand on pénètre dans son univers avec ces 2 personnages en décalage horaire, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se balader avec eux dans Tokyo la nuit, d'être pris par la main. Et elle le fait très bien dans sa mise en scène. En fait, elle nous balade d'un endroit à un autre. Et ce qui est important aussi, c'est que pour moi, cette poésie urbaine, elle provoque en fait une espèce d'hypnotisation, comme devant un tableau. Et la musique du film, on parlait de musique tout à l'heure, la musique de R colle tellement bien en fait aux images et nous emmène comme ça dans une berceuse. Enfin, c'est une méditation, ce film. Et pour quiconque a besoin de déconnecter de son quotidien, voilà. Et c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire avec ce film, et je pense que je me lasserai jamais de voir ce film. Et Charlotte, dans le film, donc qui est jouée par Scarlett Johansson, dit même, il faudra jamais revenir, on s'amusera jamais autant. Et c'est exactement ce que je pense avec ce film. J'ai presque peur de le regarder à chaque fois, parce que je me dis, j'ai tellement aimé que j'ai peur d'être pas déçue, mais de... Le souvenir voilà, que vous avez laissé. C'est ça. Et c'est un film, vraiment, c'est une expérience. C'est un très très beau film. Donc ça, c'est un film argentin qui s'appelle Amorosa Soledad, de Victoria, je sais plus son nom exactement, Galardi, ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que en Argentine, c'est le pays qui compte le plus de psys par habitant. Donc déjà, quand on sait ça, voilà, il y a un postulat qui est mis d'office. Et ce film raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient de se séparer de son copain, et elle est hypocondriaque. Et en fait, c'est pareil, c'est un film. Il n'y a pas vraiment une histoire extraordinaire. C'est juste centré sur ce personnage qui recherche la solitude, parce qu'après sa déception amoureuse, en fait, elle a envie de rester seule, et elle dit même que les gens seuls vont plutôt bien. Ce que je pense aussi. Oui, c'est pas... et en fait, ce film là réussit la prouesse de nous embarquer dans Buenos Aires et de nous faire découvrir des petits joyaux comme ça. Son appartement, par exemple, le film c'est un peu un huis clos, tout se passe à domicile plus ou moins. Elle a une boutique de décoration et tout est merveilleux. C'est un petit monde comme ça, enchanté, avec des détails de déco absolument divins. Et je vais vous dire un truc, quand je suis sortie du film, vous voyez, on voit un peu derrière, les murs sont verts. Et ben, j'ai repeint ma chambre en vert de la même couleur, en fait. et voilà, donc ça a vraiment fonctionné. Pareil, c'est un film thérapeutique, dans le sens où la musique aussi est très bien dans le film. Ça marche souvent avec les BO. C'est un moyen de voyager aussi et de nous bercer comme ça. Et donc je recommande vivement ce petit film argentin très joyeux, et malgré le fait qu'elle soit hypocondriaque et qu'elle soit un peu comme ça fragilisée, en fait on trouve avec elle le salut par sa personnalité. Et qui n'est pas un film d'animation, contrairement à ce que l'affiche laisse penser. L'affiche est, ouais. Tout à fait. Une très belle affiche cependant, mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. On va passer au film suivant.
Donc ça, c'était un film avec Audrey Tautou juste avant qu'elle tourne Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, donc ça date de 2001, de Pascal Bailly. Et ce film, je peux dire quasiment qu'il m'a sauvé la vie. En fait, c'était un moment où j'étais vraiment mal dans ma peau, dans ma vie. Et en fait, j'ai regardé ce film en boucle, encore une fois. Je connais quasiment le film par cœur. Et en fait, c'est le personnage d'Audrey Tautou qu'elle incarne dans ce film qui est incroyable. Elle joue une espèce de fille complètement... je sais pas comment dire, un peu barrée. Enfin, elle se cherche, elle est en quête spirituelle. Bon, le film commence mal, elle commence par une tentative de suicide, donc c'est pas très drôle. Mais la réalisatrice a fait le parti pris de montrer ça de manière un peu humoristique, parce qu'il y a Edouard Baird, donc son talent comique n'est plus à prouver. Et en fait, elle commence mal. Michel, elle s'appelle dans le film. Et en fait, elle va essayer de se trouver à travers la religion. Donc, elle va faire plusieurs expériences. Elle va d'abord à l'église. Elle essaye de prier, etc. Elle voit que ça marche pas trop. Donc, ensuite, elle essaye le bouddhisme. Et puis finalement, elle rencontre le personnage de François, donc d'Edouard Baird, qui est juif. Et donc en fait, elle décide après avoir vu un film de Lubitsch, de se convertir au judaïsme. Et donc en fait, elle rentre à fond dans cette quête spirituelle. Et lui, qui ne pratique pas, se demande pourquoi elle fait ça. Et en fait, ça crée un peu un problème dans leur couple. Et en fait, elle finit par se trouver, bon, je vous raconte pas la fin, mais pas par leur religion. Et c'est ce parcours initiatique, en fait, avec l'incarnation et la beauté d'Audrey Tautou dans ce film. Enfin, c'est pareil, c'est un film joyeux sur un sujet qui est pas forcément très rigolo. Et donc voilà, pareil, un film à recommander, à voir, qui est pas très connu non plus, dans sa filmographie. Oui, c'est vrai que c'est pas celui qui est le plus resté, mais c'est non, ça qui est intéressant aussi. Voilà, moi j'aime bien justement trouver des petites pépites bien comme sûr, ça, oui, des films un peu qui n'ont pas eu la chance d'être, tu vois, reconnus. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des pépites qui méritent qu'on s'attarde sur elles, quoi. Bien entendu. Puis, comment dire, je trouve que c'est aussi bien d'aborder le suicide par cet angle-là. Oui, alors le suicide, là, c'est vraiment ce que je veux dire, mais c'est vraiment anecdotique dans le film. C'est vraiment la première scène et bon, mais après, quand on y réfléchit, finalement, oui, le sujet est grave mais la réalisatrice a choisi de l'aborder sous un angle de la comédie. Mais justement, c'est ça, c'est ce côté pour dédramatiser qui fait du bien et qui fait que on voit comment le personnage reprend pied et on s'émerveille avec elle de ce qu'elle découvre, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment un voyage à travers plusieurs religions comme ça et son histoire d'amour avec Edouard Baird. Encore une nouvelle recommandation alors, et du coup on passe au film suivant. Alors là, c'est l'exemple type de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc c'est pas un film de Woody Allen, c'est un film d'Herbert Ross. Et Woody Allen dans ce film. Il est ce qu'on attend de lui. Il a ce personnage un peu cartoonesque, voilà. Et en fait, il se sert de son amour pour le film Casablanca pour aller mieux. En fait, il discute avec le personnage d'Humphrey Bogart pendant tout le film et il s'accroche. Enfin, il a un échange avec le personnage d'Humphrey Bogart et il se sert de ça pour gérer ses conflits perso. Et c'est un peu le film illustre complètement en fait le sujet dont on parle aujourd'hui, puisque là c'est un film dans le film en fait. Et cette mise en abîme permet de prendre de la distance justement et de se rendre compte que oui, effectivement le cinéma peut avoir un réel impact sur nos vies et nous permettre de grandir, puisque j'aime pas dire les fins des films, mais il s'affranchit il devient lui-même le Bogart qu'il a toujours rêvé d'être, et finalement il a plus besoin de son personnage pour aller mieux à la fin. Mais
Mais encore une fois, c'est un film qui résume tout le propos du livre, puisque c'est ça, c'est la cinémathérapie dans un film. Ça, ouais, effectivement, il fait sa propre cinémathérapie. Voilà, exactement. Alors tout à l'heure, alors déjà c'est un documentaire, donc encore une fois une forme différente du cinéma, enfin c'est un genre à part entière. Et tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir est-ce que c'est forcément des feel good movies qui font du bien. Bah non. Par exemple, Amy, ce documentaire d'Asif Kapadia, en fait c'est un joyau, encore une fois. De par déjà le sujet qu'il a choisi, donc la triste destinée d'Amy Winehouse. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est de l'avoir évolué, puisque donc il y a beaucoup d'images d'archives, on entend sa voix commenter des scènes, enfin, je veux dire, en voix off, etc. Et en fait, on découvre, il a choisi cet axe, il la montre pas du tout comme une diva. Il la montre comme un être humain qui a été confronté au succès ravageur et une carrière beaucoup trop courte. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la personnalité d'Amy Winehouse et comment elle arrivait à faire avec quelque chose de mal, quelque chose de bien. Et ça, elle le dit elle-même dans le documentaire. Elle a toujours réussi cette torsion des événements à recycler les galères qui pouvaient lui arriver en motivation et en challenge. Et elle a réussi, voilà, enfin, un des plus beaux albums qui existent après une rupture. Bon, beaucoup de gens connaissent son histoire, mais après sa rupture amoureuse, elle a fait l'album qui l'a consacré aux yeux du monde entier. Back to Black. Et alors il existe un film sur elle qui a été fait, qui s'appelle Back to Black, justement. Ouais, le film est pas mauvais, je l'ai revu la semaine dernière. L'actrice est vraiment incroyable, elle a vraiment complètement incarné Amy Winehouse. Mais franchement, s'il y a un film à voir sur elle, c'est ce documentaire, parce que pour ce qu'il apporte, le sujet est triste. Enfin, on connaît la fin. Voilà, mais franchement, encore une fois, c'est pas la fin qui compte pour moi, c'est tout le voyage et c'est tout le parcours. Et c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire. Et c'est encore une fois cette qualité qu'elle avait de transformer les événements en chef-d'œuvre de la vie. C'est un album dont on parle régulièrement encore. Ouais. De toute façon. Et du coup, on va peut-être passer au film suivant. Hop. Donc un grand classique cette fois. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un film que j'adore et vers lequel je reviens très souvent. Donc j'aime pénétrer ce film comme elle en rentrant dans New York par la vitrine de Tiffany's. Et en fait, ce personnage donc de croqueuse de diamants, de femme, on pourrait dire légère, qui cherche un mari riche, qui est superficiel, et qui fait la rencontre de cet écrivain un peu paumé et qui dépend d'une femme plus âgée et riche. Et en fait, cette rencontre et ce personnage surtout donne la possibilité de s'extraire de nos tracas en la voyant évoluer avec autant de facilité dans la légèreté. Et quand elle est devant la boutique de Tiffany's, elle dit que c'est son rituel. Et en fait, c'est ça. Il s'agit de chercher un rituel, un endroit. Elle, c'est ça, c'est la boutique de Tiffany's qui lui fait du bien. Elle dit qu'il n'y a rien de moche qui peut se passer quand on est dans un endroit, enfin, devant une telle vitrine. Et en fait, c'est un peu ça, l'idée du livre. C'est de trouver son propre film, son propre moment dans un film, sa propre réplique qui fera que on va trouver un refuge. Et dans les films les plus nuls qui puissent exister sur Terre, je suis sûre qu'il y a quand même une pépite, une étincelle à récolter et qu'on peut s'approprier. Et donc de ce film, c'est New York, c'est les prémices de Sex and the City. Ce film, il y avait tout déjà à l'époque. Et puis son jeu à elle, d'Audrey Hepburn. Il n'y a pas mieux, en fait.
Eh ben oui, donc pour terminer, La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, c'est encore voilà un film qui n'est pas vraiment un feel-good movie, même si finalement ça pourrait l'être quelque part. Le sujet est plus que dramatique, qu'en plus il est personnel, puisque c'est une histoire qui est arrivée à la réalisatrice et à son partenaire, Jérémy El-Kaïm. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, encore une fois, ils ont réussi à faire face à la maladie de leur enfant avec tellement de positivisme. En fait, la leçon de ce film, c'est comment ne jamais baisser les bras, ne même pas imaginer que les choses puissent ne pas se passer comme on les a imaginées. Donc ça, c'est un coach de vie, ce film, en fait, parce que ils se bagarrent du début à la fin pour leur fils, et avec une telle détermination qui force le respect, et du coup, on a envie de faire comme eux et de se dire, mais ouais, les galères que je rencontre, les petits soucis, etc. En fait, je peux les surmonter. Et ça m'a rappelé un truc qui n'a rien à voir, parce que c'est vraiment pas dramatique ce dont je vais parler par rapport à l'histoire. Mais quand j'ai raté mon bac une première fois, j'étais tellement dégoûtée que l'année d'après, je me suis enfermée. J'ai passé mon bac par correspondance, donc par le CNED à l'époque, c'était. Mes parents me disaient, mais sors, j'étais une endive tellement je voyais plus la lumière du jour. Je disais non, je veux mon bac et j'aurai mon bac. Et j'ai eu mon bac avec mention. Et en fait, c'est ça, c'est cette idée de dire, ça va bien se passer, il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est la leçon de ce film, en fait. Ce qui peut paraître tout aussi dramatique quand on a cet âge-là. C'est sûr. C'est sûr. Du coup, merci pour cette belle liste de films, en tout cas, à découvrir ou redécouvrir. Et puis... si vous avez des questions, oui, je peux tout à fait y répondre, il n'y a pas de souci.